Oui, il semble que nous ayons parlé vendredi dernier, n'est-ce pas? Donc, pendant ce temps, alors que nous parlions, Trump a annoncé cette énorme guerre tarifaire, je suppose, contre le monde entier. Et à ce moment-là, je pense que la Chine a réagi. La Chine a annoncé ses contre-mesures. Non seulement ils ont imposé des tarifs de rétorsion sur 34% de tous les produits américains, mais ils ont également intenté un procès contre les États-Unis à l'OMC. Ils ont inscrit un certain nombre d'entités ou d'entreprises américaines sur la liste de contrôle des exportations ou une sorte de liste d'entités peu fiables, comme ils l'appellent, puis ont mis en œuvre des contrôles à l'exportation sur des articles liés aux terres rares lourdes et ont également suspendu l'importation de produits avicoles de plusieurs entreprises américaines. Alors, ne pensez-vous pas que Trump n'était pas préparé à cela? Il était complètement mal préparé pour cela. Il s'attendait à ce que lorsqu'il imposerait les premières sanctions, Xi Jinping l'appellerait. Je veux dire, il l'a à peu près admis. Si vous regardez ses messages sur Truth Social, vous pouvez voir que Xi Jinping l'appellerait et dirait « S'il te plaît, Donald, parviens à un accord avec moi. Je vais capituler. Je comprends que j'ai fait de mauvaises choses. Maintenant, tu sais, faisons un accord, parce que si nous ne faisons pas d'accord, ma grande économie, l'économie de la Chine, s'effondrera et se désintégrera. » C'est ce que Trump attendait. Et il est déconcerté et très en colère que cela ne se soit pas passé ainsi. Et il s'est maintenant manœuvré dans une situation où il dérive vers une guerre économique avec la Chine, parce que c'est ce à quoi cela revient. Maintenant, j'ai toujours dit cela. Je veux dire, je l'ai dit à maintes reprises, à chaque personne que j'ai rencontrée. Et vous savez, je ne parle pas en tant que quelqu'un qui se présente comme un grand expert de la Chine. En fait, je suis devenu très sceptique à l'égard des personnes en Occident qui se disent experts de la Chine. Permettez-moi de dire ceci. Le modèle de la politique chinoise depuis, je pense que vous appelez cela la libération en Chine, 1949, suit la première règle de la politique étrangère, ne jamais bluffer, parce que votre bluff est toujours appelé. Vous devez m'avoir entendu dire cela. Et c'est exactement dans cette situation que Trump se trouve maintenant. Donc les Chinois ont fait toutes ces choses. Ils ont imposé leurs propres tarifs de rétorsion. Ils sont allés à l'OMC. Maintenant, cela va être très intéressant, car il faut garder à l'esprit tout le discours, toute la rhétorique que nous entendons depuis 10 ans sur l'ordre international fondé sur des règles. Cela provient, croyez-le ou non, de l'OMC. Je veux dire, cela a commencé avec les règles que l'OMC établissait pour le commerce. Et puis certaines personnes intelligentes, Blinken, Blair avant, ont dit, vous savez, nous devrions avoir des règles identiques établies par nous pour tout. Et c'était censé être l'ordre international fondé sur des règles. Eh bien, nous voyons que même à son point d'origine maintenant, les règles commerciales. C'est les États-Unis qui les violent en réalité. En fait, non seulement ils les violent, mais ils n'y prêtent aucune attention. Ils avancent simplement et imposent ces sanctions. Quoi qu'il en soit, son bluff a été appelé. Il découvre également qu'il a complètement tort. Il se querelle avec Elon Musk, qui était son allié politique le plus important. C'est dangereux pour Trump, parce que Musk, bien sûr, est un homme puissant en soi, mais il parle pour toute la fraternité technologique. Je n'ai absolument aucune idée de qui est choqué par ce qui s'est passé et ne comprend pas l'économie chinoise ou la société chinoise. Et il ne comprend pas non plus correctement sa propre société et son économie. Il suppose que l'Amérique est beaucoup plus puissante par rapport à la Chine qu'elle ne l'est réellement. Il comprend complètement mal la détermination des Chinois, et je ne parle pas seulement du gouvernement chinois, mais de la société chinoise dans son ensemble. À ne pas se retrouver à nouveau dans une position où la Chine fait des concessions
et accepte des arrangements inégaux ou des traités inégaux, si vous voulez, encore une fois. La Chine ne se laissera pas bousculer de cette manière. Penser qu'elle le fera, c'est ne pas comprendre du tout l'histoire de la Chine moderne, dont je dois dire que les Occidentaux sont complètement ignorants et ont une compréhension très déformée. Oui, il me semble clairement, comme vous l'avez dit, que ce qu'il a posté sur Truth Social montre clairement qu'il est presque en mode panique. Au début, il a dit qu'il allait imposer des tarifs de 50% parce que la Chine a riposté, et il a dit que cela prendrait effet le 9 avril, ce qui, je pense, est aujourd'hui, n'est-ce pas? De plus, il a dit que toutes les discussions avec la Chine concernant leur demande de réunion avec nous seraient terminées. Donc d'accord, pas de réunion. Mais moins de 24 heures plus tard, il a posté autre chose en parlant du président sud-coréen ou quelque chose comme ça. Et là, bien sûr, la Chine est dans son esprit. Comme vous l'avez dit, ils sont toujours obsédés par la Chine. Donc dans ce post, tout d'un coup, il a dit que la Chine voulait aussi désespérément conclure un accord, mais qu'il ne savait pas comment commencer. Nous attendons leur appel. Donc d'un moment, d'accord, plus d'appels téléphoniques, plus de réunions. Au suivant, oh, nous attendons leur appel. Donc il semble qu'ils ne sachent pas comment gérer cela, n'est-ce pas? Alors que pensez-vous? Eh bien, parce qu'il écoute des personnes comme Gordon Chang et les gens de l'Epoch Times, et il croit que c'est la réalité de la Chine. Je n'exagère pas ici. Je le pense vraiment. Je veux dire, l'Epoch Times, comme vous le savez probablement, a été fervent, fanatiquement favorable à Donald Trump. Donc il se tourne toujours vers ces personnes qui le soutiennent. Et il pense que parce qu'ils le soutiennent, ce qu'ils lui disent sur la Chine est réel. Mais vous avez tout à fait raison. Dans une partie de poker, c'est la personne qui a montré sa faiblesse en premier. Les gens ont complètement mal compris ce post sur Truth Social à propos de la Corée du Sud d'ailleurs. Ce n'est pas du tout à propos de la Corée du Sud. Le nouveau président par intérim de la Corée du Sud n'est en poste que depuis quelques heures. Il est à peine en position de négocier quoi que ce soit. Tout ce que les Sud-Coréens peuvent faire, c'est envoyer une délégation aux États-Unis, et sans doute seront-ils là. Mais le véritable objectif de ce message, ce que Trump essayait de faire, était de dissimuler sa demande à Xi Jinping. S'il vous plaît, appelez-moi. Vous voyez, c'est caché là au bas, par beaucoup de fioritures et de fanfaronnades sur la Corée du Sud. Mais c'est la Chine qui est au centre et au cœur de cette affaire. Comme je le dis, il a complètement mal compris la Chine. Il ne comprend pas la Chine, la société chinoise, l'économie chinoise, la fierté que les gens en Chine ont à propos de la manière dont la Chine s'est reconstruite, sa détermination. Je lisais un éditorial extraordinairement puissant dans le Global Times qui parlait de la façon dont la Chine estime avoir raison de son côté, ce qui est le cas d'ailleurs. Je veux dire le droit légal, le droit moral. Je veux dire tout ce discours occidental sur la Chine, le capitalisme prédateur, et tout cela, compte tenu de l'histoire, compte tenu de ce qui est arrivé à la Chine, de ce que les puissances occidentales ont fait à la Chine depuis, était-ce 1830 ou peu importe. Parler de cette manière aux Chinois ne vous fera pas beaucoup d'amis en Chine. Donc il a complètement mal jugé toute cette affaire. Maintenant, vous savez, d'une manière ou d'une autre, il va devoir trouver une issue. Comment il va le faire? Je ne sais pas. Je ne sais même pas personnellement ce qu'il pense exactement accomplir ici. Je veux dire, quel est l'objectif ultime derrière tout cela? Je veux dire, protéger les industries américaines, plaire aux travailleurs de l'automobile, les protéger des voitures électriques chinoises. Nous en avons discuté de nombreuses fois. Toutes sortes de choses auraient pu être faites pour régler cela et travailler avec la Chine pour trouver des solutions. Il aurait pu faire tout cela. Il pourrait encore faire tout cela.
Mais il doit d'une manière ou d'une autre dépasser cette absurdité dans laquelle il s'est mis et mettre de côté les Gordon Chungs et ses idiots. Et je suis désolé de les appeler idiots parce que c'est ce qu'ils sont, pour les mettre enfin de côté. Eh bien, c'est intéressant que vous parliez de ne pas savoir ce qu'il essaie d'accomplir. C'est ma question parce que, par exemple, Navarro a eu une interview. Peter Navarro, le conseiller, l'un de ces idiots, je pense. Eh bien, je veux dire, vous venez de le traiter d'imbécile, au fait. Je dis ça comme ça. Oui, donc il était, je pense, sur Fox ou l'une des interviews. Il parlait d'utiliser le Vietnam comme exemple. Il a dit que pour chaque dollar que nous vendons au Vietnam, le Vietnam nous en vend 15. D'accord. Donc c'est le déséquilibre commercial qu'il déteste absolument. Et puis il a dit que 5 de ces dollars ne sont que du reconditionnement de produits chinois et pourraient être envoyés. D'accord, donc soustrayons ces 5 et ensuite vous soustrayez le dollar que vous considérez comme égal. Il reste encore 9 dollars que le Vietnam a en excédent. Alors, que devrait faire le Vietnam? Ne pas vous vendre ces 9 dollars ou les diviser en deux, avec vous ou quelque chose. Il a exposé cela et a dit que c'était tellement injuste, et il a également accusé le Vietnam de dumping d'acier et de crevettes, et ainsi de suite. Donc, toutes sortes de pratiques commerciales très injustes selon lui. Mais exactement ce qu'il veut, par exemple, dans ce cas que le Vietnam fasse, il n'est pas clair pour moi ce que le Vietnam devrait faire pour les satisfaire, n'est-ce pas? Il n'est clair pour personne. Je veux dire, il n'y a rien, à ma connaissance, que le Vietnam puisse faire pour les satisfaire. Encore une fois d'ailleurs, parler au Vietnam de pratiques déloyales envers les États-Unis, en oubliant complètement l'histoire. L'histoire pas très récente, et les gens pensent à la guerre du Vietnam, mais l'Amérique a imposé des restrictions économiques très très sévères, pratiquement un blocus économique, au Vietnam pendant environ 20 ans après la fin de la guerre du Vietnam. Je veux dire, c'est grotesquement injuste. Et cela montre également un profond manque de respect pour le travail acharné des gens au Vietnam qui ont travaillé très très dur pour essayer de reconstruire leur pays. D'ailleurs, il y a apparemment, je veux dire, j'ai parlé à certaines personnes du Vietnam, une partie des médias vietnamiens qui s'est alignée avec les États-Unis et a mené des campagnes contre la Chine. Cela n'a apparemment pas eu beaucoup d'impact au sein de la société vietnamienne, mais c'est là. Eh bien, ces personnes doivent se sentir complètement ridicules maintenant. Je dis juste, je veux dire, de leur point de vue. Mais que doit faire le Vietnam? Rester pauvre, indéfiniment. Refuser de participer au système commercial. S'ils fabriquent des baskets Nike, ce qu'ils font apparemment, et qu'ils les fabriquent bien à des prix bas, sont-ils censés arrêter de fabriquer des baskets Nike? Sont-ils censés acheter des baskets Nike chères en échange des États-Unis? Qui au Vietnam peut se les permettre? Je veux dire, c'est un pays pauvre. Sont-ils censés arrêter de fabriquer de l'acier? Je veux dire, cela montre un échec complet, encore une fois, à comprendre le commerce mondial et le système commercial mondial que, et c'est le point clé, les États-Unis ont eux-mêmes créé. Tout ce système commercial avec le dollar comme monnaie de réserve, avec les États-Unis exportant des dollars et important des biens manufacturés du monde entier, était un système que les États-Unis ont créé eux-mêmes il y a 30, 40, 50 ans pour maintenir leur position géopolitique. Soudain, il découvre que, vous savez, certaines personnes en Amérique, beaucoup de gens en Amérique, de nombreuses personnes en Amérique sont perdantes dans ce système. Font-ils les réformes nécessaires aux États-Unis pour changer cela? Réduisent-ils, par exemple, leurs dépenses militaires absolument incontrôlées?
Font-ils des efforts sérieux pour maîtriser leur déficit budgétaire permanent? Nous avons eu un très bon programme hier avec Jeffrey Sachs d'ailleurs, dans lequel il souligne que la raison fondamentale pour laquelle les États-Unis ont des déficits commerciaux est qu'ils dépensent trop. Donc, ils dépensent plus que leur capacité ne peut satisfaire. Ainsi, inévitablement, ils doivent importer des biens de l'étranger. Donc, les États-Unis pourraient mettre de l'ordre dans leurs finances. Non, ils ne feront rien de tout cela. Ils blâment tout le monde. Je veux dire, c'est ce qu'ils font. Et quand nous disons qu'ils blâment tout le monde, ils blâment surtout les Asiatiques, parce qu'ils sont travailleurs, éduqués, disciplinés. Ils ont l'effronterie de défier les États-Unis au niveau de la haute technologie également, dans le cas de la Chine. Et cela viole l'ordre établi des choses, l'ordre naturel des choses. Et donc, ils doivent être responsables du fait que notre grande économie n'est plus la première au monde. C'est vraiment, je veux dire, c'est à la fois méchant et triste. Maintenant, Trump se vante d'être la personne qui peut faire du commerce, vous savez, qui peut conclure des accords, n'est-ce pas? L'art de la négociation est ce dont il se vante. Mais pour conclure des accords, n'y a-t-il pas une chose fondamentale que vous devez savoir? Quelle carte vous avez, n'est-ce pas? Vous devez savoir quelle carte votre adversaire a. D'accord. Au moins avoir quelques bonnes suppositions. D'accord. Vous ne savez pas exactement, mais vous devriez avoir une idée. Dans ce cas, par exemple, je ne savais même pas, jusqu'à ce que je voie toutes les discussions parmi les internautes chinois. Apparemment, une chose que le gouvernement chinois a également exposée est que si vous augmentez cela de 50%, parce que Trump dit maintenant d'ajouter encore 50%, si vous faites cela, nous avons plus de contre-mesures. Entre autres, ils vont examiner le secteur des services. Je ne le savais même pas. Bien sûr, le secteur des services est un secteur énorme pour les États-Unis et c'est là que les États-Unis enregistrent en fait un excédent. Cela inclut bien sûr le conseil, la comptabilité, le juridique, l'assurance, l'éducation, le design de toutes sortes, les services logiciels, le médical, le divertissement, tout ce genre de choses. Et c'est là que c'est vraiment, en ce moment, cela génère un excédent pour les États-Unis. Et puis, quand vous dites, vous savez, déséquilibre commercial, c'est aussi un déséquilibre pour la Chine et de nombreux autres pays. Donc la Chine pourrait également imposer des tarifs sur ses services. Je ne pense pas que Trump y ait pensé. Je ne pense pas que Trump calculerait cela du tout. C'est très important. Cette partie est très importante. Non, il n'a pas calculé cela, parce que, encore une fois, il écoute. Je ne sais pas spécifiquement, je suis sûr qu'il a d'ailleurs écouté Gordon Chang. Mais je veux dire, il ne réalise pas que la Chine est capable de faire toutes ces choses aussi. Je veux dire, il a encore cette idée de la Chine comme une sorte d'atelier qui prend des choses des États-Unis, les emballe, les assemble, puis les réexporte et fait toutes les choses que les Américains... Je veux dire, nous avons fait un live hier sur le Durand. Et encore une fois, nous avons eu les ardents patriotes américains qui nous ont ressorti tout cela. Et je suis assez sûr que c'est toujours ce qu'ils croient. Il ne comprend pas que la Chine peut faire de l'assurance maritime, de la banque, des services juridiques, toutes ces choses. C'est quelque chose, comme je l'ai dit, que les Occidentaux ne peuvent tout simplement pas se résoudre à reconnaître. J'ai rencontré cela lorsqu'ils ont imposé le plafonnement du prix du pétrole russe et ont déclaré que les navires transportant du pétrole russe au-dessus du plafond ne bénéficieraient pas d'une assurance maritime. Je travaillais dans ce domaine d'ailleurs, donc je comprenais. Maintenant, j'ai dit qu'il était une fois dans les années 1960 et 1970, ce dont je me souviens parce que j'étais là à cette époque, même si j'étais enfant. À cette époque, tous les navires, partout, sauf très peu de navires,
comme ceux de la Chine de Mao par exemple, étaient assurés à Londres parce que seul Londres avait ce niveau d'expertise. Because only London had that level of expertise. Today, it is completely different. China Aujourd'hui, c'est complètement différent. those skills. La Chine dispose de ses ressources, de ses compétences pour assurer les navires. La Russie le fait, l'Inde le fait, l'Indonésie le fait. L'idée que la Chine ne peut pas fournir ses propres services, ne peut pas développer son propre secteur des services, est ridicule. Nous parlons de la plus grande puissance commerciale mondiale en termes de biens. Et bien sûr, un pays qui commerce des biens à cette échelle, un pays qui a la plus grande présence maritime au monde. Et d'ailleurs, je devrais dire que tous les services, tous les grands services complexes proviennent du commerce maritime. Encore une fois, j'ai travaillé dans ce secteur, donc je sais. Ainsi, l'assurance, ce que nous connaissons de l'assurance aujourd'hui, a commencé comme une assurance maritime. Le droit commercial a commencé comme une extension du droit maritime. Je veux dire, je l'ai étudié, j'ai travaillé dedans, je sais exactement de quoi je parle. I've studied it, I've worked in it, I know exactly what I'm talking about. The idea that a country, as I said, that is so heavily involved. L'idée qu'un pays, comme je l'ai dit, qui est si fortement impliqué dans toutes ces choses, That, ne puisse pas reproduire les compétences que Londres, New York et d'ailleurs Stockholm possèdent, est ridicule. Un pays qui peut créer des programmes d'IA, envoyer des fusées, produire des puces avancées, organiser des chaînes de production et sait comment gérer les chaînes d'approvisionnement peut certainement gérer les services. La seule raison pour laquelle ils ont continué à utiliser les services occidentaux jusqu'à présent est qu'ils ont été efficaces et que cela fait partie de la division du travail. Mais si vous commencez à créer des tarifs, c'est exactement ce qui va se passer. Et si cela se produit, ça ne reviendra pas. Shanghai deviendra le centre de cela. Shanghai, Guangdong, Tianjin et tous ces endroits peuvent absolument le faire. And all of these places, absolutely they can do it. Oui, et je pensais justement aux cabinets comptables, les 4 grands. Ils ont été assez actifs en Chine, simplement parce que lorsque la Chine s'est ouverte, ils sont venus avec leur expertise et leur réputation et tout ce genre de choses. Ils ont vécu de cela pendant toutes ces années. Mais maintenant, si Trump continue sur cette voie, si la Chine commence à leur imposer des tarifs, il y a certainement des entreprises en Chine qui pourraient faire ce qu'ils font, n'est-ce pas? Donc, c'est juste qu'ils avaient une meilleure reconnaissance de nom dans le passé. Mais c'est presque comme si on forçait la Chine à remplacer ces entreprises. Et c'est vraiment stupéfiant que Trump ne pense pas en ces termes, que ce sont des forces américaines, n'est-ce pas? Ce sont des étoiles américaines, vous savez, des entreprises qui génèrent des excédents qu'il aime, n'est-ce pas? Absolutely. Again, I'm going to say something about. Encore une fois, je vais dire quelque chose sur la comptabilité, parce que c'est un domaine avec lequel je suis assez familier. Somewhat more out of date here, but Je veux dire, what I'm going to say is je suis un peu dépassé ici, mais je soupçonne que ce que je vais dire est vrai. Mon impression personnelle des 4 grands cabinets de comptabilité est qu'ils ne sont pas très bons. Je veux dire, ils sont devenus très très grands. Et l'échelle compte évidemment, parce que vous pouvez établir une présence dans toutes sortes d'endroits. Mais ils sont devenus extrêmement nerveux à l'idée de contrarier leurs grands clients. Je pense que vous avez également travaillé dans ce domaine. Enfin, bref, je ne le suis pas. work in this area too, I think. Yeah, well, Anyway, I'm not. yeah. But I mean, they're not. Mais je veux dire, ils ne sont pas... Je veux dire, si vous parlez de bons cabinets comptables à Londres, je connais des cabinets à Londres qui offrent des services comptables bien meilleurs que les grands cabinets internationaux. Encore une fois, l'idée que la Chine ne peut pas faire de comptabilité est tout simplement stupide. Je veux dire, c'est fondamentalement stupide. Et cela montre une ignorance de base de votre adversaire. Si vous voulez les traiter comme votre adversaire, pourquoi devriez-vous le faire? Mais de toute façon, c'est là où nous en sommes. Why should you? But anyway, that's where we are. Yeah, and just to Oui, et juste pour vous partager, sur le site de la Maison-Blanche, ils ont en fait publié quelque chose d'intéressant.
ce type Stephen Moran, il est le président du CEA, le Conseil des conseillers économiques. Il a prononcé un discours à l'Institut Hudson, l'un des think tanks, et il répondait essentiellement à cette question. Il appelle cela un fardeau partagé. Il dit que tout le fardeau a été supporté par les États-Unis seuls, vous savez, pour aider tout le monde et ensuite se nuire. Donc maintenant, il est temps de partager le fardeau. Alors, comment partager le fardeau? Ce qui revient essentiellement à dire comment vous pouvez, vous savez, obtenir le pardon des États-Unis ou quelque chose du genre. Voici donc les 5 choses qu'il a dites. En gros, si je peux résumer, c'est que lorsqu'il y a des tarifs sur vous, vous ne devriez pas riposter. Donc pas de représailles. Et achetez plus de produits américains. Ensuite, augmentez vos dépenses de défense. Installez des usines aux États-Unis. Et la dernière est la meilleure, il suffit d'écrire des chèques au Trésor qui nous aident à financer nos biens publics mondiaux. Donc, écrire des chèques au Trésor des États-Unis. Voilà les 5 choses. Je veux dire, déclarez-vous colonie. Soyez-en heureux. Je veux dire, c'est essentiellement ce que cela revient à faire. Oui. Je veux dire, c'est ridicule. Et ce qui le rend si désagréable, en fait, je veux dire, ce serait drôle si ce n'était pas, comme je l'ai dit, pour les conséquences économiques n'étaient pas si mauvaises. Mais ce qui le rend particulièrement laid, c'est ce sentiment de l'Amérique en tant que victime. Nous avons été trompés par tous ces gens à travers le monde. We've been cheated by all of these people around the world. You're kidding me. Do you have any Tu te moques de moi. idea of the impact? As-tu une idée de l'impact que les États-Unis ont eu sur des endroits dans le monde, sur ce qui s'est passé dans le monde, alors que les Américains s'accrochent encore à cette croyance qu'ils sont des gens bons et vertueux? Et oui, si les choses tournent mal, c'est toujours parce que quelqu'un de mauvais de l'extérieur est venu et leur a fait quelque chose de mal. Les Britanniques ont le même complexe, d'ailleurs, je devrais le dire. Je veux dire, tu sais, l'Empire britannique était cette grande institution philanthropique qui faisait le bien à peu près partout. Et la Grande-Bretagne elle-même est cette merveilleuse démocratie parlementaire et tout ça. Et ce sont vraiment des étrangers sinistres qui ne comprennent pas à quel point nous sommes vraiment de bonnes personnes. Je dis juste, ouais. Eh bien, mais comme vous l'avez dit, il y a des factions au sein du cercle de Trump, n'est-ce pas? Donc clairement, Elon Musk n'est pas impressionné. Et comme vous l'avez dit, il qualifie Navarro de véritable imbécile. Mais pourquoi est-ce que la faction Navarro a clairement l'avantage en ce moment? Est-ce parce que Trump lui-même croit aux tarifs douaniers? Est-ce la raison? Oui, oui, il y croit. Je veux dire, il écrit sur les tarifs douaniers depuis les années 80. Je veux dire, il a même publié, je pense que c'était en 87, une grande annonce dans, je pense que c'était le New York Times, appelant à des tarifs douaniers. Je veux dire, c'est l'une de ces personnes qui a une idée et ne la lâche pas. Je veux dire, il est absolument concentré et obsédé par cette idée des tarifs douaniers. Et je pense qu'il a toujours eu cette inclination. Il va aussi dans ces communautés à travers les États-Unis. Il rencontre les travailleurs là-bas. Il est très désolé pour eux. Je pense que c'est vrai, en fait. Je pense qu'à un certain niveau, il se soucie vraiment des gens là-bas. Il voit les façons dont leur société, leur communauté ont été détruites. Mais bien sûr, comme beaucoup de gens, il n'acceptera pas que ce soit à cause de la structure même de l'économie américaine. Il croit qu'il ne peut jamais vraiment critiquer ou critiquer intérieurement les États-Unis. Ce doit être des étrangers. L'une des choses, non, il y a des résistances même au sein de son propre parti, parce qu'il y a, je veux dire au Congrès, des gens qui proposent une sorte de loi pour limiter
son pouvoir d'introduire plus de tarifs. Et il y a maintenant 7 sénateurs républicains qui les rejoignent. Mais ma question pour vous est la suivante. Dans le passé, il y avait des tarifs, mais ils semblaient toujours passer par le Congrès. McKinley avait le Dingley Tariff Act et Hoover avait le Smoot-Hawley Tariff Act, n'est-ce pas? Donc, dans les deux cas, ils sont passés par le Congrès. Maintenant, Trump a contourné le Congrès, il a juste utilisé un décret exécutif. Il y a même des gens qui envisagent de déposer une plainte en disant qu'il ne devrait vraiment pas avoir ce pouvoir. Cela pourrait-il être un problème juridique pour lui de faire cela? Je veux dire, tous ces sénateurs et membres du Congrès qui se plaignent qu'ils doivent adopter une loi pour restreindre Trump. Ils n'ont pas besoin d'une loi pour restreindre Trump. La Constitution dit clairement que le pouvoir de lever des impôts et d'imposer des tarifs appartient au Congrès. C'est là. C'est en fait dans la Constitution elle-même. Ce que Trump a fait est complètement inconstitutionnel. Maintenant, il l'a fait. Il a inventé cet argument, toujours plus compliqué et bizarre, qu'il y a une sorte d'urgence économique et que ce ne sont pas de vrais tarifs en tant que tels. Ce sont des tarifs réciproques pour riposter aux mauvaises pratiques commerciales d'autres pays, ce qui est absurde, soit dit en passant. C'est absolument ridicule. Ce que le Congrès pourrait raisonnablement faire, il me semble, c'est adopter des résolutions déclarant que c'est illégal, que cela viole la Constitution, et faire un renvoi de cela à la Cour suprême des États-Unis. Il pourrait dire que même si le président croyait vraiment qu'il y avait un état d'urgence et que cela nécessitait des tarifs de ce genre, il aurait dû d'abord s'adresser au Congrès et obtenir leur autorisation. C'est une violation fondamentale de leurs prérogatives. Mais bien sûr, ils sont tellement lâches, incompétents et stupides qu'ils ne voient pas comment faire cela. Je veux dire, autrefois, à l'époque de McKinley, cela ne serait jamais arrivé. Maintenant, puis-je juste dire, parce que je sais énormément de choses sur le protectionnisme aux États-Unis au 19e siècle. Je veux dire, vous vous souvenez, j'ai étudié cela. Maintenant, il y a quelque chose à dire à ce sujet. Bien sûr, toutes les lois tarifaires du 19e siècle et du début du 20e siècle, jusqu'à Smoot-Hawley en 1930, étaient des lois dûment adoptées par le Congrès. Le Congrès a voté et légiféré sur les tarifs. Maintenant, la philosophie politique de cette époque, les arguments qui étaient avancés, étaient que ce sont des tarifs. Ce ne sont pas des tarifs réciproques. En fait, si vous examinez les arguments des divers partisans des tarifs à cette époque, ils s'opposaient fermement aux tarifs réciproques. Henry Clay, qui était un sénateur américain, est effectivement allé au Sénat et a prononcé un grand discours à ce sujet, disant que les tarifs réciproques sont une idée terrible. Ils sont une violation complète de toute la doctrine et la philosophie de ce que sont les tarifs. William McKinley, d'ailleurs, était également totalement opposé aux tarifs réciproques. Il y a une déclaration célèbre publiée en 1903 par la Protection League of America qui disait que c'est complètement faux. Les tarifs réciproques n'ont absolument aucun sens. Nous avons un système de protection approprié et pur basé sur les besoins économiques des États-Unis. Les tarifs réciproques, les guerres tarifaires, ce genre de choses, ce n'est pas du tout ce que nous défendons. Ce que Trump a fait est complètement différent de ce que son héros McKinley faisait. Il n'a pas légiféré pour cela par le biais du Congrès, et il a opté pour des tarifs réciproques que McKinley détestait. Et l'autre chose que je trouve, c'est que Trump semble, même si le Congrès est maintenant contrôlé par les républicains, il n'a pas beaucoup travaillé avec le Congrès, il les a contournés. Il dirige le pays par des décrets et Truth Social. En gros, c'est comme ça qu'il dirige le pays. Ne pensez-vous pas?
Je suis pas sûre que ce soit la bonne façon de diriger le pays. Absolutely. That, proper way to run the country. no, it's not the proper way to run the country. It's not even. Ce n'est pas la bonne façon de diriger le pays. Ce n'est même pas ce que les fondateurs de la Constitution avaient jamais envisagé. Je veux dire, c'est ridicule. Cela réduit tout à un homme et son petit groupe de personnes qui dirigent tout par eux-mêmes. Je veux dire, cela ne peut pas fonctionner et cela ne fonctionnera pas. Cela signifie que le gouvernement des États-Unis est réduit à une petite cour. Vous savez, il y a le roi et il a sa petite équipe de conseillers. Il en a certains qui sont des favoris et d'autres qui ne le sont pas. Un jour, il écoute l'un de ses favoris, qui pourrait être Navarro, et le lendemain, il écoute un autre, qui pourrait être Musk, et il le tire dans différentes directions. Le résultat est le chaos, l'incohérence et l'inconstance. Au cœur de tout cela, vous avez un vieil homme. Les gens oublient cela. Trump est un vieil homme avec les biais, préjugés et attitudes qu'il a développés au cours d'une longue vie, ce qui, bien sûr, à son âge, est très très difficile à changer. C'est absolument la mauvaise façon de gouverner. It's absolutely the wrong way to conduct government. And then one more aspect of that is that Et puis, un autre aspect de cela est que les personnes autour de lui gagnent énormément d'argent grâce à cela. Donc, comme David Sachs et d'autres personnes autour de lui, ils savent clairement que cet ordre exécutif arrive, ces gros tarifs, et que cela fera chuter le marché boursier. Alors, ils vendent discrètement à découvert le marché boursier. Et puis, son propre secrétaire au commerce, Ludnick, sa société est positionnée à la hausse sur les obligations, n'est-ce pas? Quand l'économie s'effondre, les gens se tournent vers l'achat d'obligations et de bons du Trésor. Et donc, il a pris une position longue sur ces obligations. Vous voyez, le secrétaire au commerce a personnellement profité d'une récession économique, d'un effondrement qui a fait chuter le marché boursier, ce genre de choses. Je veux dire, c'est très Trump aussi, n'est-ce pas? C'est sa façon de faire. that's very Trump too, isn't it? Is this his way? C'est très trumpien. He likes Il aime récompenser la loyauté de cette manière, n'est-ce pas? isn't it? Yes, he does. I have to say that in this, he's Oui, no different. il le fait. I mean, this Je dois dire que sur ce point, il n'est pas différent. Je veux dire, c'est encore une fois très difficile pour les gens, peut-être en Chine, de comprendre. Mais la ligne entre les intérêts privés et publics au plus haut niveau des États-Unis a été érodée. Elle n'a jamais été particulièrement forte, juste pour le dire. Je veux dire, elle n'a jamais été particulièrement forte, mais elle a été érodée depuis très très longtemps maintenant. Et bien sûr, aujourd'hui, je veux dire, elle a complètement disparu autant que je peux voir. Of course, today, I mean, it's completely disappeared as far as I can see. So they all Je suppose qu'une fois en fonction, ils ont tous récompensé leurs donateurs ainsi que leurs amis et familles d'une manière ou d'une autre. one way or another. Yeah. Yes, yes. I mean, can I just say again, this is a Oui, oui. an aspect Je veux dire, of society. puis-je simplement dire encore une fois, c'est un aspect de la société chinoise que je connais assez bien. Parce que, encore une fois, je m'intéresse à l'histoire chinoise et tout cela. Mais vous trouverez de longues périodes de nombreuses critiques de la corruption qui ont eu lieu en Chine. Il y a une période au XVIIIe siècle où Qianlong avait un ministre appelé He Shen, par exemple, qui était très très corrompu. Mais bien sûr, les gens ont vu cela et en étaient en colère. Je veux dire, il y a toujours eu cette compréhension en Chine que c'était mal de faire cela. You didn't. It was wrong to do this. You find this again within the. Vous retrouvez cela à nouveau sous la dynastie Ming avec les eunuques, les personnes qui étaient dans le palais et qui en bénéficiaient. Mais tous ces fonctionnaires chinois faisaient souvent preuve de beaucoup de courage en s'opposant et en argumentant contre cela. Il n'existe pas une telle tradition aux États-Unis. Brièvement, au début du XXe siècle, lorsqu'il y avait un mouvement appelé les progressistes, ils ont essayé de s'opposer à cela. Mais l'histoire américaine a toujours permis beaucoup plus de chevauchement entre les intérêts privés et publics. Même à l'époque de Lincoln, c'était vrai. Even in Lincoln's time, this was true. I guess probably Je suppose que les gens acceptent probablement cela. Il semble que la société américaine accepte en grande partie
que la frontière entre le privé et le gouvernement soit assez floue. Je suppose que cela a été accepté. Absolument, parce que l'Amérique est tellement axée sur la richesse. Cela a été l'une des choses majeures, la richesse personnelle et l'amélioration personnelle. Donc, le résultat est qu'il est très, très difficile en Amérique, dans l'Amérique d'aujourd'hui, ou n'importe quelle Amérique, n'importe quelle itération de l'Amérique, de dire que si vous travaillez pour le gouvernement, vous devriez rester pauvre. Je veux dire, ce n'est tout simplement pas quelque chose qui figure du tout dans l'esprit américain. Je veux dire, vous savez, une société où un fonctionnaire atteint le plus haut niveau du gouvernement et meurt pauvre, ce qui est, vous savez, énormément respecté et admiré dans de nombreuses sociétés, y compris en Chine, n'est pas vraiment quelque chose que l'Amérique a jamais compris. Comment Trump se sent-il? Je ne sais pas. Je veux dire, quand vous faites ça, quand l'inflation augmente vraiment, cela va fondamentalement nuire aux gens de MAGA. Beaucoup de gens de MAGA vivent avec le salaire minimum. Et dès que le prix augmente, ne serait-ce qu'un peu, cela va les affecter, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont des personnes très sensibles au prix. Donc ses amis, vous savez, ils en profitent, mais les gens qui l'ont mis en fonction, les gens de MAGA, beaucoup d'entre eux vont être touchés. Se soucie-t-il de ces gens? Oui, je pense qu'il le fait. Je pense qu'il se soucie d'eux. Je pense qu'il se soucie vraiment, sincèrement d'eux. Je pense que, vous savez, nous devons comprendre Trump. Je veux dire, ce n'est pas un homme qui est malveillant envers sa propre base. Je pense qu'il croit que ce qu'il fait est absolument fait en leur nom. Et je pense qu'il croit la même chose. Je veux dire parce qu'il leur parle et qui d'autre le fait. Donc il y a cette connexion. Et je pense qu'il y a une probabilité assez élevée que même lorsque les choses commencent à aller très très mal, beaucoup d'entre eux resteront avec lui, au moins pendant un certain temps, parce qu'ils diront que ce n'est pas vraiment de sa faute. C'est la faute de toutes ces mauvaises personnes autour de lui, ou des gens en Chine. Ils travaillent tous contre ce grand président que nous avons. En fait, cela confirmerait même, dans une certaine mesure, leur croyance qu'il existe cette vaste conspiration de personnes dans le monde entier qui cherchent à faire tomber les États-Unis et à les abattre, ce genre de choses. Donc ça pourrait devenir très laid, en fait. Parce que si cela se produit, ils pourraient commencer à s'en prendre aux autres et à exiger que Trump fasse quelque chose, ce qui pourrait créer une spirale. Nous sommes déjà au début d'une spirale, ce qui pourrait aggraver considérablement les choses. Je dis juste. Vous pensez qu'il va y avoir un marché noir, vous savez, de la contrebande? Parce qu'en ce moment, par exemple, au Mexique, ils font déjà de la contrebande d'œufs, apparemment vers les États-Unis. Donc nous allons voir un marché noir. C'est exactement là où nous nous dirigeons. Je veux dire, nous n'y sommes pas encore vraiment. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Mais si ce processus continue de la manière suggérée, nous commencerons à voir des contrôles des prix aux États-Unis, par exemple. Je veux dire, cela ira de pair avec cela. Parce que, encore une fois, si nous revenons à la fin du 19e, début du 20e siècle, les États-Unis à cette époque produisaient vraiment à peu près tout ce qu'ils devaient produire. Ce n'est plus vrai. Il y a des lacunes et des niches importantes sur le marché américain qui seront difficiles à combler. Il y aura donc des tentatives pour contourner cela. Il y aura des marchés noirs. Il y aura du commerce illégal. Il y aura de la corruption et des pots de vin. Et Trump finira probablement par, étant donné la demande de sa base, essayer d'imposer des contrôles des prix. Je veux dire, c'est là où ça se dirige. Et aussi des contrôles des capitaux, juste pour dire, ce qui signifiera définitivement la fin du dollar en tant que monnaie de réserve.
Vous parlez de la monnaie de réserve. En fait, la Chine a lancé un système de yuan numérique de 1,2 trillion contournant SWIFT. Il est maintenant connecté aux 10 pays de l'ASEAN et aussi à 6 pays du Moyen-Orient. Cela représente 38% du volume du commerce mondial. C'est assez impressionnant. En si peu de temps, il a essentiellement contourné SWIFT, n'est-ce pas? Donc cela se passe et c'est probablement plus rapide que ce que nous avions anticipé. Oui, absolument. Et je comprends que les Russes vont lancer leur rouble numérique cet été, qui, je crois, utilise d'ailleurs beaucoup de technologies chinoises, juste pour être bien clair. Donc c'est une entreprise conjointe. Rappelez-vous, Xi Jinping va être à Moscou assez bientôt. Quoi qu'il en soit, mettons tout cela de côté. SWIFT est une technologie ancienne. Elle représente le passé. C'est le passé. L'avenir, ce sont les monnaies numériques et tout ce qui en découle. Et vous avez tout à fait raison. 38% du commerce mondial se fait dans ce système déjà existant. Les États-Unis aujourd'hui, selon les chiffres américains, qui j'en suis sûr, exagèrent les choses, ne représentent que 13% de la demande mondiale. La réalité est, j'en suis sûr, bien inférieure à cela. Mais si nous parlons de 13% de la demande mondiale, 87% de la demande mondiale se trouve en dehors des États-Unis. C'est très différent du monde des années 1940, par exemple, où les États-Unis représentaient probablement plus de la moitié de la demande mondiale. Je dis ça juste comme ça. L'interdiction de TikTok, comme vous vous y attendiez, vous savez, comme nous en avons parlé, n'est-ce pas? Donc, Trump, il n'y a pas d'accord. Nous savons qu'il n'y a pas d'accord. Mais Trump a accordé une autre prolongation de 75 jours. Donc, clairement, il voulait un accord. Il veut un accord. Mais la Chine est très claire sur le fait que ce n'est pas à vendre, n'est-ce pas? Pourquoi continue-t-il? Alors, quel est le but des 75 jours? S'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, n'est-ce pas? Oui. Il fait ça tout le temps. Il vend constamment cette histoire que l'accord est imminent. Encore une fois, c'est très basé sur sa propre expérience en tant que négociateur dans le monde de l'immobilier à New York et tout cela. J'ai fait des programmes entiers à ce sujet. J'ai été la première personne à dire cela, que la façon dont il négocie avec les Russes est complètement erronée. Il ne comprend pas comment les négociations à un niveau de superpuissance sont menées. Et maintenant, il y a des articles dans le Washington Post et d'autres qui font exactement ce point, qu'il ne comprend pas et que son équipe n'est pas préparée pour ce niveau de négociation. Eh bien, qu'est-ce qui s'applique à la Russie sur des questions comme l'Ukraine et le contrôle des armements et ce genre de choses? Cela s'applique doublement, triplement, quadruplement aux négociations avec la Chine sur un sujet comme TikTok. L'idée que vous pouvez simplement bluffer les Chinois pour qu'ils vous vendent TikTok à un prix dérisoire est ridicule. Encore une fois, cela montre une ignorance totale de la Chine et de la manière dont ces choses sont faites. Tout d'abord, la meilleure chose à faire avec TikTok était de le laisser tranquille. Je veux dire, il fournissait un bon service au peuple américain. Les gens l'aimaient. Il n'y avait aucune menace possible pour la sécurité nationale. Toute l'idée est ridicule. C'est juste une application et une application réussie. Je veux dire, c'était la première chose à dire. La deuxième est que si vous allez suivre ce chemin complètement erroné de tenter de faire désinvestir les Chinois de TikTok, eh bien, alors négociez correctement avec eux. Ne fixez pas de délai ridicule. Parlez aux personnes des ministères concernés à Pékin, aux propriétaires de TikTok en Chine. Essayez de commencer une véritable négociation. Acceptez que cela prendra du temps et que beaucoup de choses se produiront. Et payez le prix. Vous devez payer un prix approprié. S'en emparer, ce qui est essentiellement ce qu'ils ont fait,
puis essayer de faire en sorte que les Chinois acceptent un prix bas ou absurde. C'est essentiellement un raid de pirates dans lequel la victime signe la perte de ses biens. Maintenant, cela ne fonctionnera pas avec la Chine. Cela pourrait fonctionner dans le monde de l'immobilier à New York, qui est un secteur assez impitoyable et brutal, mais cela ne fonctionne pas avec un acteur comme la Chine. Eh bien, il semble se mettre dans une... Les deux dossiers, celui de TikTok et celui des tarifs, sont maintenant dans une situation de qui clignera des yeux en premier, qu'il a créé lui-même, n'est-ce pas? Oui, c'est tout à fait exact. C'est tout à fait exact. Et cela me ramène à mon point. Je veux dire, on ne bluffe pas la Chine parce que votre bluff sera découvert. Tôt ou tard, il cédera. C'est inévitable. Vous pouvez le voir. Je veux dire, les tarifs sur les services en provenance de Chine maintenant, les tarifs sur les produits américains, les entreprises américaines qui ont investi en Chine vont maintenant être en sérieuse difficulté. Mais pas à cause d'une action que les Chinois ont prise, mais à cause de ce que les États-Unis eux-mêmes ont fait. C'est pourquoi des gens comme Musk sont si contrariés et en colère. Apple va être très contrarié par cela, parce que, je veux dire, je me souviens que Steve Jobs disait, vous savez, qu'il avait en fait envisagé de localiser la production aux États-Unis. Il a décidé de rester en Chine, non pas parce que les salaires chinois étaient plus bas, mais parce que la Chine lui offrait des services et des produits, des sous-composants qu'il ne pouvait pas obtenir aux États-Unis. Et je me souviens qu'il parlait du verre spécial, par exemple, qui entre dans les iPhones. Il ne pouvait trouver aucun producteur analogue aux États-Unis. Donc, ce qui va finir par faire, si tout cela se concrétise, c'est que vous allez avoir du bon marché et du mauvais. Enfin, pas bon marché. Vous allez avoir des iPhones chers et mal assemblés, fabriqués aux États-Unis, au lieu d'iPhones moins chers, meilleurs et plus fiables. C'est là que ça va. Mais il n'a pas compris cela. Il ne saisit pas ce que cela va entraîner. Et bien sûr, la Chine va maintenant retenir les terres rares, et ces choses-là parce qu'inévitablement elle doit le faire, étant donné qu'elle a été traitée comme un adversaire. Vous n'armez pas votre adversaire. Donc cela va aussi avoir des répercussions sur les États-Unis. Et dire que vous pouvez obtenir ces minéraux en Ukraine. L'Ukraine ne les a pas. Dire que vous allez obtenir ces minéraux en Russie, c'est une idée farfelue de toute façon. Je ne pense pas que quiconque en Russie prenne cela vraiment au sérieux. Mais disons que cela s'est produit. Disons que les Russes vous ont fourni les terres rares. Il y a beaucoup de terres rares aux États-Unis. C'est la technologie de traitement dont vous avez besoin. Et la développer est un travail de 10 ans. Avant d'atteindre ce point, vous ne serez pas en mesure de fournir des substituts adéquats pour ce que vous avez perdu. Maintenant, vous pourrez toujours produire des téléphones mobiles, des smartphones, mais ils ne seront pas aussi bons et fiables qu'ils l'étaient autrefois. Les gens remarqueront la différence et ils seront moins fiables, moins bons et plus technologiquement en retard que ceux que la Chine fabrique. Donc, pour revenir à votre point sur les marchés noirs, vous aurez un marché noir avant très longtemps aux États-Unis pour les téléphones mobiles chinois parce qu'ils seront meilleurs que les Américains. Ce serait très regrettable. Vous voyez, Trump ne semble pas comprendre que le marché est bien plus complexe que les seuls produits venant de Chine. Par exemple, j'ai une voiture assez ancienne que je conduis. Ma famille me dit que j'ai besoin d'une nouvelle voiture et je ne vais pas en acheter une. Mais s'il y a de très belles voitures électriques chinoises, je suis tentée. D'accord, je le suis. Mais disons que je finisse par acheter une voiture électrique chinoise. Cela apporte aussi des emplois aux États-Unis. Il y a des concessionnaires, n'est-ce pas? Il y a des services, il y a, vous savez, toutes sortes de choses. C'est la même chose avec les téléphones.
Oui, le téléphone vient de Chine. Mais une fois que les gens achètent des téléphones, ils achètent aussi des applications. Vous savez, il y a des entreprises liées au téléphone qui sont aux États-Unis. Il ignore totalement cela, n'est-ce pas? Il ne pense pas de cette façon, still. Oui. Eh bien, vous voyez, encore une fois, il se concentre sur ce qu'il connaît. L'acier, les usines sidérurgiques et ce genre de choses. Vous voyez, c'est ce qui est si triste à ce sujet. Si vous aviez un vrai programme, un programme vraiment approprié, soigneusement élaboré, systématiquement planifié pour reconstruire votre industrie sidérurgique, ce qui serait, à mon avis, une bonne chose à faire, vous pourriez le faire. Ce serait, encore une fois, un plan sur 10 ans, pour le dire simplement. Mais c'est à peu de fait. Mais c'est pas la bonne façon. Non, non, oui, il est très dur. Vous savez, il veut que les choses se passent maintenant. Et donc, oui, très. Eh bien, c'est ce qu'on appelle en Grande-Bretagne un vieil homme pressé. Oui, d'accord. Il a également, en ce qui concerne la négociation avec la Russie, qu'est-ce qui se passe là-bas? À un moment donné, il a menacé la Russie d'introduire, en parlant de tarifs, des tarifs secondaires. S'il n'y a pas de cessez-le-feu, comme le mois prochain ou quelque chose comme ça, il a déjà, je pense, introduit les tarifs secondaires pour le pétrole vénézuélien ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une autre zone tarifaire sur laquelle il travaille, semble-t-il. Oui, il a déjà. Tout d'abord, c'était de toute façon une menace absurde. Les Russes ne vont pas prêter attention à quelque chose comme ça. Ils considèrent cela aussi comme un bluff. Mais il a déjà tué toute cette idée, parce que la Chine devient maintenant le principal acheteur de pétrole russe, dépassant l'Inde. Et il a déjà imposé ces énormes tarifs à la Chine. Alors que va-t-il faire? Je veux dire, va-t-il imposer encore plus de tarifs, en plus de ceux qu'il a déjà mis en place? Il ne veut pas faire ça parce qu'il veut, je pense que ça devient de plus en plus clair, il veut traiter avec les Russes. Il veut traiter avec les Russes pour pouvoir entrer en Russie, se développer et acheter leurs terres rares. Comme je l'ai dit, il ne semble pas comprendre que le traitement est ce qui prend du temps, et c'est vraiment, vraiment important. Mais il veut tout cela, et il veut cet accord. Mais en même temps, il ne peut pas faire le genre de concessions sans lesquelles l'accord ne sera pas conclu. Donc, le résultat est que nous n'avons pas de véritables négociations en cours. Je pense que c'est ce qu'il faut comprendre à ce sujet. Nous parlons de l'Ukraine. Il n'y a pas de négociation pour mettre fin au conflit en Ukraine. Il y a eu une brève discussion sur un cessez-le-feu. Tout cela est terminé. Je veux dire, personne, autant que je puisse voir, ne croit sérieusement qu'un cessez-le-feu va se produire. L'armée russe vient de passer à l'offensive. Ils sont au début de ce qui me semble être une offensive de 9 à 10 mois. Et elle gagne déjà du terrain, et très probablement d'ici la fin de cette offensive. Très probablement. Il n'y aura plus d'Ukraine, juste pour dire. Je veux dire, les choses évoluent assez rapidement sur les fronts de bataille. Mais en mettant tout cela de côté, il n'y a pas de discussion substantielle sur l'Ukraine en ce moment. Il y a des discussions qui vont avoir lieu à Istanbul dans quelques jours sur la façon de régler l'ambassade américaine à Moscou et l'ambassade russe à Washington. Et c'est une bonne chose. Et c'est tout. C'est à peu près tout ce que nous avons pour le moment. Car encore une fois, il n'a pas développé de stratégie de négociation réaliste. Son idée d'un accord est celle dans laquelle l'autre partie vous donne ce que vous voulez et vous ne donnez rien en retour. Et Netanyahou était à Washington. Était-il là pour les tarifs parce qu'ils ont même imposé 70% à Israël, ou était-ce pour autre chose? A-t-il accompli quelque chose?
I don't He achieved absolutely nothing as far as I can see. I think he was Il n'a absolument rien accompli, autant que je puisse en juger. Je pense qu'il était là principalement pour les tarifs, car apparemment, ils ont été un choc en Israël même. Je veux dire, les Israéliens ne s'attendaient absolument pas à ce que des tarifs comme cela leur soient imposés, et ils sont stupéfaits. Donc c'est la première chose. Mais évidemment, il est aussi là pour parler de l'Iran. Maintenant, encore une fois, c'est très intéressant ce qui s'est passé avec l'Iran, parce que Trump a menacé l'Iran. Il a donné à l'Iran un autre de ses délais. Cet homme adore les délais, soit dit en passant. Il a fixé un délai de 2 mois, et s'ils ne renoncent pas à leurs armes nucléaires, qu'ils n'ont pas encore, alors ils seront attaqués dans 2 mois. En fait, il y a des choses à discuter concernant le stock nucléaire, le stock de matériel nucléaire, que l'Iran a accumulé en réponse aux menaces américaines et israéliennes. Mais peu importe. American and Israeli threats, but never mind. Anyway, so he wants to negotiate. Quoi qu'il en soit, il veut négocier avec les Iraniens. Les Iraniens disent, écoutez, nous ne sommes pas prêts à négocier directement, mais nous sommes prêts à négocier. Il semble donc qu'une réunion secrète et privée soit organisée à Oman. Ce ne sont pas des pourparlers directs. Oman sera l'intermédiaire. Tout est censé être privé et confidentiel. Que fait Trump? Il doit encore être le grand négociateur. Non seulement il en parle à Netanyahou, ce qu'il devrait faire, mais il l'annonce au monde entier. Les Iraniens sont furieux. Mais les Iraniens prennent aussi des précautions, et ils viennent d'avoir une grande réunion importante, c'est partout dans les médias iraniens, avec la Chine et la Russie, qui sont les pays vers lesquels ils se tourneront finalement pour des garanties à long terme. They're going to look to for long-term guarantees. Well, yeah. I mean, if I were Eh bien oui. Iranian, I would Je veux dire, si j'étais iranien, je devrais prendre en compte ce qui s'est passé dans le passé, n'est-ce pas? Exactement. Maintenant, qu'est-ce qui a exactement changé avec Trump? Parce que la dernière fois, il y avait un accord, et puis Trump a écrasé cet accord. Qu'est-ce qui a changé pour qu'il veuille maintenant traiter avec les Iraniens? to make him want to deal with the Iranian now. Well, you tell me. It makes very little. It makes. Eh very bien, little sense. vous me le I'm going dites. to make- I'm going to Cela n'a pas make beaucoup de a sens. theory here. I think he does Je vais understand proposer ma propre théorie the Middle ici. East at the time when he Je pense finds qu'il out. comprend que les guerres au Moyen-Orient, à un moment où il essaye de réaliser ces changements énormes aux États-Unis même, ne sont pas une bonne idée. Je pense qu'il sent qu'une guerre contre l'Iran serait un désastre absolu et mettrait les États-Unis dans une position critique. Et je pense qu'à un certain niveau, il en est peut-être conscient, contrairement à une grande partie de la propagande qu'un tue. That contrary to much of the propaganda we've been hearing, Iran is much less isolated and in a much L'Iran stronger est position beaucoup moins isolé than it was et dans une position 2 years beaucoup ago plus when forte Israel maintenant cancelled qu'il ne l'était il y a 2 ou 3 ans, ou du moins lorsqu'il a annulé, il s'est retiré du JCPOA, car l'Iran est maintenant membre des BRICS. Il a un traité de partenariat avec la Russie, il va commencer à recevoir des fournitures d'armes russes, il l'a probablement déjà fait dans une certaine mesure. Il est en bon terme avec la Chine, et je pense qu'il comprend à un certain niveau que s'il doit y avoir une guerre avec l'Iran, non seulement l'Iran est dans une position plus forte pour résister, mais il a des amis, alors qu'auparavant, il avait été beaucoup plus isolé. Whereas previously it had been much more isolated. One more thing is, Une autre chose est, comment réagit la Grande-Bretagne? La Grande-Bretagne n'a obtenu que 10% des tarifs. Quelle est la discussion là-bas? What's the discussion there? Well, I think it's important to understand that though Eh bien, je pense qu'il est important de comprendre que le tarif général imposé à la Grande-Bretagne était de 10%, ce dont tout le monde parle. Les produits individuels comme les automobiles sont tarifés à 25%. C'est exact. Maintenant, si vous parlez de biens, car il s'agit actuellement de biens, la Grande-Bretagne exporte une très grande proportion des automobiles qu'elle fabrique, ces voitures, vers les États-Unis. Je pense qu'une voiture sur 8 fabriquée en Grande-Bretagne est destinée au marché américain. Cela va être très très mauvais pour ces constructeurs automobiles. Et nous parlons de marques prestigieuses comme Land Rover, Jaguar Land Rover, Bentley,
Rolls-Royce. Je veux dire, vous savez, il est important de se rappeler que l'industrie automobile britannique n'est plus une grande industrie automobile comme elle l'était, disons, dans les années 1960. Mais c'est toujours important dans l'économie industrielle britannique. La Grande-Bretagne exporte également des moteurs d'avion vers les États-Unis. Ils vont apparemment être affectés par des tarifs plus élevés. Rolls-Royce, qui est séparée, soit dit en passant, de la société automobile, est la principale entreprise d'ingénierie de Grande-Bretagne. Elle fabrique des moteurs à réaction très avancés. Ils vont également être restreints sur le marché américain. Donc, nous avons des problèmes en Grande-Bretagne, mais nous avons un gouvernement qui ne sait pas quoi faire parce que le Premier ministre Keir Starmer a exposé ses réponses à tout cela. Il est allé dans l'une des usines automobiles et a dit « Nous vous donnerons tout le soutien dont vous avez besoin ». Tout ce qu'il peut faire, c'est réduire un peu les délais pour passer complètement aux véhicules électriques. Il n'a pas de véritable plan, pas de véritable idée de ce qu'il faut faire, pas de véritable idée de comment positionner la Grande-Bretagne pour naviguer à travers cela, car ce n'est pas quelque chose qu'il attendait ou imaginait qui arriverait un jour. Et ce n'est pas un politicien très imaginatif. Notre système politique en Grande-Bretagne est brisé, et la classe politique en dessous de lui manque de ces compétences managériales qui seraient nécessaires, et que la Grande-Bretagne avait autrefois pour nous faire traverser cela. D'ailleurs, je me suis incroyablement mis en colère contre Starmer il y a quelques jours. Il a écrit un article dans le Daily Telegraph, ce qui est un choix étrange de journal pour un Premier ministre travailliste pour écrire un article. Mais quoi qu'il en soit, il a écrit un article dans lequel il disait que c'est la fin de la mondialisation. C'est le moment où nous devons repenser tout. Cela va jouer en notre faveur cependant. Sang-froid, pragmatisme et un accent primordial sur l'intérêt national britannique. C'est ce qu'il a dit. Et la phrase suivante, il a commencé à parler de l'Ukraine, du soutien britannique à l'Ukraine. Je veux dire donc sang-froid, pragmatisme, un accent primordial sur les intérêts nationaux britanniques. Et puis il passe immédiatement à l'Ukraine. Il ne parle pas d'économie, d'industrie, de discussion avec Trump, de discussion avec la Chine, de proposer une sorte de stratégie industrielle ou économique, de faire des changements pour la Grande-Bretagne. Il parle de la seule chose qu'il pense comprendre, qui est l'Ukraine. D'accord. Alors, où allons-nous à partir d'ici? Que va-t-il se passer ensuite? Je veux dire, que va faire Trump et comment le reste du monde va-t-il réagir? D'accord. Quoi qu'il arrive, même si les États-Unis reviennent en arrière, ce qui a été fait est fait. Le monde économique que nous avons connu a disparu. Ce qui va se passer, c'est que de plus en plus l'attention se portera sur la Chine, sur les BRICS, sur les systèmes commerciaux que la Chine et les autres nations des BRICS créent, sur les monnaies numériques qu'ils créent, sur les nouveaux systèmes de paiement et les véhicules de paiement. Ce jour, qui de toute façon arrive, a été avancé et avancé rapidement. Dans 5 ans, certainement dans 10 ans, mais je prédis plutôt que cela, nous verrons un paysage commercial économique complètement différent. Et la Chine en tant que plus grande puissance industrielle et manufacturière, et avant longtemps, et peut-être même déjà, puissance de haute technologie, sera au centre de celui-ci. C'est ce qui va se passer. Cela va réaliser le contraire de ce que les États-Unis, de ce que Trump croit. Oui, oui. Il semble que ce qu'il fait maintenant est très contre-productif. Il a une bonne compréhension du problème, les gens du MAGA qui souffrent. Je pense, comme vous l'avez dit, qu'il a de la compréhension, mais sa solution est totalement contre-productive.
Absolutely. He understands that the previous system Absolument. was sustainable. Il comprend que le système précédent était insoutenable et nécessitait une réforme. Mais il ne sait pas comment mettre en œuvre cette réforme. Le problème, c'est que personne d'autre aux États-Unis ne le sait non plus. C'est la crise. Nous sommes en fait maintenant au début de la crise américaine. Et puis-je aussi dire ceci, c'est un produit des revers et des défaites américains. Le fait que les aventures militaires de l'Amérique aient été des échecs. Le fait que la guerre en Ukraine se termine également par une défaite. Le fait que la Chine s'établisse maintenant comme la puissance scientifique et technologique dominante. Le fait que la tentative des États-Unis de créer une industrie des puces qui rivaliserait avec celle de la Chine a été un échec complet. That would rival that of China has been a complete failure. America is trying to respond to all of this. L'Amérique essaie de répondre à tout cela, toujours engagée à maintenir sa primauté. Mais elle ne sait pas comment répondre, car toute réponse rationnelle comprendrait que l'Amérique doit abandonner son obsession pour sa primauté, ce qui est son problème. Il n'y a pas de honte à dépasser une situation où les États-Unis cessent d'être la première économie. Ils deviennent simplement une grande économie parmi plusieurs. Il n'y a rien de mal à cela. L'accent devrait être mis sur le meilleur niveau de vie possible, matériel, culturel, peu importe, pour le peuple américain. Mais ce n'est pas ce que la classe politique aux États-Unis semble capable de comprendre. That is not what the political class in the United States seems able to understand. And if you don't know how to reform, at least Et si vous ne savez pas comment réformer, au moins ne réagissez pas trop vite. Ne faites pas les choses dans la précipitation, n'est-ce pas? On dirait que Trump ne sait pas vraiment quoi faire, mais il a l'impression qu'il doit faire quelque chose. Il ressent une heure quelque chose. Alors il a commencé à tout casser à gauche et à droite, n'est-ce pas? broke things left and right. Cela semble très tragique d'une certaine manière. That seems very tragic in a way. Well, absolutely. I mean, what the United States Eh bien, absolument. Ce que les États-Unis, à proprement parler, devaient faire, c'était mener une grande conversation interne. Admettre que les choses vont très mal, que les communautés sont dans une situation très difficile, et essayer d'élaborer un plan, un programme pour revoir le fonctionnement de l'économie américaine et décider comment la changer. La Chine a fait cela essentiellement dans les années 1980, mais cela a continué depuis. La Russie a fait cela. Je veux dire, la Russie a commencé à le faire. Croyez-le ou non. Ils ont aussi essayé de le faire dans les années 1980. Et beaucoup de bonnes idées ont émergé, mais vous savez que tout a terriblement mal tourné, parce que, eh bien, nous n'entrerons pas dans les détails du pourquoi. Mais ils ont relancé cette conversation avec eux-mêmes à la fin des années 1990. themselves in the late 1990s. And again, we see results as a result of this. America Et encore une fois, nous voyons des résultats à cause de cela. L'Amérique ne semble pas capable de le faire, en partie parce que l'Amérique est tellement divisée en elle-même. Il y a tellement de divisions aux États-Unis maintenant. Mais aussi, il reste tellement de choses du passé que l'Amérique ne peut tout simplement pas abandonner cette idée qu'elle doit être à l'avant-garde, qu'elle doit être numéro un, qu'elle est l'avenir, même que l'Amérique s'est définie comme l'avenir de ce que l'humanité devrait être. Et quand vous vous imposez ce fardeau, il est très difficile de regarder ce que vous êtes et de changer. Oui, to look at what you are and to change. Okay. D'accord? With Avec that, cela, let's, continuons la semaine continue prochaine. next week. en effet, Yeah. Oui, voyons ce qui se passe, car en peu de temps, A short beaucoup de period, choses a peuvent lot of arriver. things can happen. Oh, absolutely. I mean, you know, it's. I mean, oh, absolument. Je veux dire, pour être clair, si certaines de ces décisions sont révisées au cours de la semaine prochaine, je ne serai pas surpris. Je ne m'y attends pas, d'ailleurs. Je pense que la fierté de Trump et celle de certaines personnes autour de lui est maintenant fortement investie dans cela. Mais, vous savez, tout peut changer. Tout peut arriver au cours des prochaines semaines. Et je peux dire autre chose, il y a beaucoup de consultations en cours. Je sais en fait que de nombreux ministères économiques à Moscou
ont été en contact avec leurs homologues en Chine au cours des derniers jours. Cela n'a pas été beaucoup évoqué publiquement, mais je peux vous dire avec certitude que cela se passe. Oui, je pense que c'était jeudi ou vendredi quand le marché boursier a commencé. Ils ont en fait légèrement augmenté parce qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles Trump allait retarder de 90 jours ou quelque chose comme ça. Puis, il est revenu en disant non, 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 nous n'allons pas le retarder. Donc, il semble que ce genre de choses ne sortent pas de nulle part, n'est-ce pas? Il doit donc y avoir quelque chose que Trump pensait ou que quelqu'un conseillait à Trump de faire ou quelque chose. Oui. Donc, nous verrons. D'accord. Parlez-vous la semaine prochaine alors? D'accord. Absolument. Passez un bon moment. Merci beaucoup, Sophia. Toi aussi. Au revoir. Bye.